Le continent africain est célèbre pour sa pauvreté, mais beaucoup de gens ne connaissent pas la raison complète pour laquelle l'Afrique est si pauvre. Bien que nous ayons tous une vague idée telle que la corruption, la colonisation ou l'ingérence étrangère, toutes ces raisons ignorent pourquoi l'une de ces choses peut se produire en premier lieu. Donc, dans cette vidéo, je cherche à changer cela. Dans cette vidéo, nous regarderons à partir du moment où les pays africains étaient riches et puissants, comment au cours des siècles, l'Afrique a perdu sa richesse, et pourquoi l'Afrique n'a pas été en mesure de sortir de sa pauvreté alors que tant d'autres pays et anciennes colonies l'ont fait. Et pour ce faire, nous devons commencer au XIVe siècle. Au cours de ce siècle, l'Afrique était riche avec l'Afrique de l'Est liée au commerce de l'océan Indien, tandis que l'Afrique de l'Ouest abritait la personne la plus riche à avoir jamais vécu, un homme nommé Mansa Musa. Alors que de nombreux historiens à travers l'histoire ont conclu que l'Afrique n'a pratiquement aucune histoire en dehors des momies et des pyramides, il est important de se rappeler que pendant la majeure partie de l'histoire, ils ont développé une métallurgie comparable à celle de l'Europe et de l'Asie, ont développé des théories mathématiques complexes, et avaient des systèmes de gouvernement complexes avec des cités-États, des royaumes et des empires. Alors qu'est-ce qui a changé? Eh bien, au XIVe et XVe siècle, la prospérité de l'Afrique a commencé à prendre du retard sur celle du reste du monde. Cela était dû à deux forces externes, l'Empire ottoman et les empires d'Europe occidentale. Nous allons commencer par l'Empire ottoman, parce que les Ottomans avaient besoin d'esclaves et qu'ils obtenaient des esclaves par la guerre. Ils allaient dans les villages, les villes et les cités pour capturer les hommes, les femmes et les enfants à vendre, comme esclaves chez eux. Et l'endroit le plus facile et le moins cher pour obtenir de nouveaux esclaves était l'Afrique de l'Est. Ainsi, les marchands d'esclaves ont pu gagner beaucoup d'argent en achetant ou en capturant des Africains de l'Est pour les vendre aux Ottomans. Ce commerce s'est poursuivi jusqu'au XIXe siècle. Quelque chose de similaire se produisait avec les empires d'Europe occidentale. Au début, les commerçants européens sont venus en Afrique de l'Ouest pour échanger du sel contre de l'or et de l'ivoire. Plus tard, les Européens ont navigué autour de l'Afrique pour se rendre en Asie. En conséquence, l'Afrique de l'Ouest est devenue un lieu important pour les commerçants européens qui souhaitaient s'approvisionner en approvisionnement en provenance et à destination de l'Asie. Peu de temps après, les Européens ont essayé d'aller dans ces Amériques, les Européens ont établi des colonies, et ces colonies auraient le même système de gouvernement que celui de l'Europe, avec la noblesse, les barons, le clergé, les chevaliers et les paysans. Mais ces Européens avaient un problème, les Amérindiens, censés devenir les nouveaux paysans, mouraient de maladies comme la variole, la rougeole, la peste bubonique et bien d'autres. Et un paysan mort est un paysan improductif, alors où trouverait-il de nouveaux paysans pour les colonies américaines? Eh bien, ils les ont trouvés sur les marchés aux esclaves d'Afrique de l'Ouest. À l'époque, l'Afrique de l'Ouest avait l'esclavage, mais ce n'était pas le type d'esclavage auquel nous pensons souvent. Un esclave avait souvent les mêmes droits que les non-esclaves, ses enfants n'étaient pas automatiquement eux-mêmes des esclaves et ils faisaient souvent partie de la structure familiale plutôt que d'un travailleur. C'est ainsi que les commerçants européens ont commencé à acheter des esclaves d'Afrique de l'Ouest. Les Africains de l'Ouest étaient heureux de vendre des esclaves aux Européens parce que leur propre mine d'or se tarissait au XVe siècle et qu'ils cherchaient une nouvelle façon de gagner de l'argent. Mais comment obtenez-vous de nouveaux esclaves? Eh bien, vous partez en guerre pour eux. Divers pays africains sont entrés en guerre avec leurs voisins, ont capturé leurs citoyens, puis ont vendu ces citoyens aux Européens. Les principaux pays esclavagistes étaient l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'État Bono et l'Empire Songhai. Du point de vue des dirigeants africains, cela semblait être une bonne affaire, ils affaiblissaient leurs rivaux tout en gagnant beaucoup d'argent dans le processus. Ainsi, au fil du temps, l'esclavage est passé d'un marché relativement petit où les esclaves avaient des droits, à un vaste système de guerre où les esclaves devenaient des biens à vendre au plus offrant. Cela a évolué vers un système où les commerçants se rendaient en Afrique pour acheter des esclaves et en mettre autant qu'ils pouvaient en mettre sur leur navire. Ils naviguaient ensuite vers les Amériques où ces esclaves étaient vendus pour travailler à mort dans les champs. Ces marchands d'esclaves ont ensuite acheté des matières premières produites par ces esclaves, telles que la canne à sucre, le coton ou le cacao, ont navigué vers l'Europe et ont vendu ces matières premières à profit. En Europe, ces matériaux seraient transformés en produits manufacturés comme du rhum. Pour vendre ces produits manufacturés et utiliser les bénéfices pour acheter de nouveaux esclaves. C'était une bonne affaire. Pour tout le monde sauf les esclaves, les Américains recevaient des esclaves à utiliser dans les plantations. Les Européens recevaient des matières premières et les Africains de l'Ouest recevaient des produits manufacturés, et le sort des esclaves n'était pas un problème pour eux. Alors que les Européens ont parfois essayé de prendre des esclaves par la force, cela a toujours échoué car les royaumes africains étaient beaucoup trop forts à l'époque. Et ainsi ils ont maintenu des relations amicales avec quel que soit le pays qui était prêt à vendre des esclaves. Au fil des siècles, les empires se sont effondrés en guerre civile, et les marchands d'esclaves étaient plus que disposés à acheter leurs anciens partenaires commerciaux comme esclaves à expédier vers les Amériques. Et, alors que les empires montaient et tombaient, il y avait toujours des marchands prêts à acheter des esclaves. Comme cela s'est passé au royaume du Congo, qui s'est effondré en diverses factions. Chacune de ces factions avait besoin d'armes et d'argent pour financer son effort de guerre, et donc ils ont capturé des esclaves d'autres parties. En plus de colonies dans les Amériques, plus d'esclaves pouvaient être vendus et plus les commerçants devenaient riches. Mais ce commerce a eu un effet à long terme sur les économies africaines, tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est avec les Ottomans, parce qu'avant l'industrialisation, l'économie d'un pays était dépendante
déterminée par le nombre de personnes vivant dans le pays. Plus vous aviez de personnes, plus votre économie était importante. Et si vous aviez une grande économie, une petite partie de votre population pourrait se concentrer sur la production d'autre chose que la nourriture. En Europe, par exemple, les artisans produisaient toutes sortes de choses à partir de boissons alcoolisées, d'acier, de mousquet, de cigares, de textiles, de vêtements teints et bien sûr de ce délicieux chocolat sucré. Mais il a fallu des siècles pour que ces industries arrivent à maturité. Mais en Afrique, ces types d'industries n'ont jamais mûri comme ils l'ont fait dans le reste du monde. Parce qu'en Afrique les artisans étaient réduits en esclavage, et cela a eu un impact considérable sur l'économie africaine, alors que les industries européennes, asiatiques et américaines continuaient de croître et de s'améliorer, les industries africaines stagnaient, et bientôt, ils ne pouvaient plus rivaliser avec les importations européennes et asiatiques et les industries africaines sont devenues petites et insignifiantes, parce que vous pouviez acheter des produits meilleurs et moins chers sur les marchés asiatiques et européens. Mais vous vous demandez peut-être, pourquoi les Africains ont-ils accepté cela? Eh bien, parce qu'ils devaient le faire. Lorsque plusieurs empires guerriers vous entourent, vous devez vous-même investir dans une armée forte pour vous protéger. Mais si vous mettez plus d'argent dans l'armée, cela signifie que vous avez moins d'argent à dépenser pour votre propre économie. Donc, si un dirigeant africain réalisait ce qui se passait, il ne pouvait pas investir dans les industries car il devait se protéger. Et ainsi, tout au long du 19e siècle, les économies africaines déclinaient lentement parce que la traite des esclaves détruisait lentement l'économie africaine, tout en réalisant des énormes bénéfices pour ceux qui capturaient ou vendaient des esclaves. Mais pourquoi les Européens de l'Ouest et les Ottomans ont-ils affaibli l'Afrique pendant des centaines d'années? Eh bien, parce que c'était pratique pour les responsables à l'époque. Ce n'était pas un grand plan, mais au lieu de cela, chaque gouvernement, commerçant et entreprise a vu une opportunité en Afrique de réaliser des bénéfices. Ce profit s'est fait au détriment de la richesse africaine à long terme, la plupart des personnes impliquées ne s'en rendant probablement pas compte. Et lorsqu'une région particulière s'affaiblit, il y a toujours les forts qui exploitent les faibles. Et au 19e siècle, 3 événements majeurs se sont produits et ont renforcé la pauvreté en Afrique. Le premier était la fin de l'esclavage. Tout à coup, les marchands d'esclaves africains perdaient des clients, parce que l'esclavage devenait illégal dans le monde entier. Et c'était un gros problème pour les pays africains parce que leurs économies reposaient sur l'exportation d'esclaves et l'importation de biens étrangers. Mais maintenant, ils ont perdu leur principale source de revenus. Et parce que l'Afrique n'avait pas construit d'autres industries à cause de la traite des esclaves, elle n'avait pas d'autre source de revenus avec laquelle elle pourrait commercer avec le monde extérieur. Ainsi, les Africains ne pouvaient plus acheter bon nombre des biens et outils sur lesquels ils comptaient. Et en conséquence, les économies africaines se sont lentement effondrées au 19e siècle. Le deuxième grand, même au 19e siècle, était l'industrialisation. Les Européens et les Américains ont commencé à produire plus que le reste du monde. L'Afrique est devenue insignifiante dans les affaires mondiales au milieu du 19e siècle. De nombreux stéréotypes sur les Africains, tels qu'ils n'ont pas d'histoire, pas de gouvernement établi, et diverses croyances racistes sont apparues à cette époque. Lorsque l'Afrique était devenue faible avec peu à offrir au monde extérieur et que le monde extérieur s'intéressait peu à l'Afrique. Et puis le troisième événement majeur s'est produit dans les années 1870. Avec l'économie africaine en ruine et l'industrialisation européenne en plein essor, l'Europe a soudainement eu la capacité de transporter de grandes quantités de matériaux lourds à travers les océans. Avant, il n'était pas rentable de transporter des minerais lourds d'Afrique vers l'Europe, car la technologie n'était tout simplement pas encore disponible pour le rendre rentable. Mais la technologie à vapeur signifiait des trains, des bateaux à vapeur et des usines capables de transporter et de produire des marchandises à profit. Et en 1871, le roi de Belgique décida que la Belgique devrait avoir une colonie, regarda la carte du monde et remarqua que l'Afrique était à la fois faible et disponible. Et donc, une fois de plus, les forts ont profité des faibles. Bientôt, d'autres nations européennes se sont jointes et presque toute l'Afrique a été colonisée par les empires d'Europe de l'Ouest et du Sud jusqu'à ce que l'Afrique ressemble à ceci, et à cela après la Première Guerre mondiale. Et cela a eu 3 résultats significatifs pour l'Afrique. Le premier est l'augmentation de la pauvreté. Les colonisateurs européens se souciaient peu des habitants de la colonie, les Africains ont été chassés des régions les plus fertiles pour faire de la place aux colons européens, des plantations ont été construites pour que les Africains puissent travailler et que les Européens soient propriétaires, et les impôts payés par les Africains étaient rarement dépensés pour améliorer leur vie, mais plutôt continuer leur propre oppression. Les colonisateurs européens n'étaient intéressés qu'à extraire la richesse de leur colonie, à construire des routes et des voies ferrées, et des ports pour transporter les matières premières vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Essentiellement, quelle que soit la richesse des Africains, leur a été systématiquement retirée et remise aux colons européens. Un exemple frappant est l'État indépendant du Congo, où ils ont travaillé des millions de personnes jusqu'à leur mort. Au fait, si vous êtes curieux de savoir ce que signifie libre dans l'État indépendant du Congo, cela signifiait libre de toute surveillance afin que les dirigeants de cette colonie puissent exploiter les habitants sans aucune ingérence. Le second est l'infrastructure, qui a été conçue spécifiquement pour transporter les matières premières vers leurs seigneurs européens. Le premier président du Togo l'a très bien dit, les effets de la politique des puissances coloniales ont été l'isolement économique des peuples qui vivent côte à côte, parfois à quelques kilomètres les uns des autres. Bien que je puisse appeler Paris depuis mon téléphone de bureau ici à Lomé, je ne peux pas passer un appel à Lagos au Nigeria à seulement 250 miles. Encore une fois, s'il faut peu de temps pour envoyer une lettre par avion à Paris,
il faut plusieurs jours pour que la même lettre atteigne Accra, à seulement 210 km. Les chemins de fer se connectent rarement aux frontières internationales. Des routes ont été construites depuis la côte, vers l'intérieur des terres, mais très peu rejoignent les centres économiques de commerce. Les régions centrales productives du Togo, du Bénin et du Ghana sont aussi éloignées les unes des autres que si elles se trouvaient sur des continents séparés. Et le troisième résultat était qu'en remplaçant tous les dirigeants africains par des dirigeants européens, l'Afrique perdait des compétences vitales pour se gouverner, telles que les chefs d'entreprise, les dirigeants gouvernementaux ou les comptables, ainsi que des compétences pratiques telles que la mécanique, les ouvriers du bâtiment ou les professionnels de la santé. En bref, les Africains se sont vus refuser les compétences mêmes dont exigeait leur indépendance après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des manifestations, des émeutes et des rébellions ont éclaté à travers le continent jusqu'à ce que les colonisateurs se rendent compte que quelques millions d'Européens ne pouvaient tout simplement pas contrôler plus de 200 millions d'Africains si ces Africains refusaient de coopérer. Ainsi, entre 1945 et 1975, presque toutes les colonies africaines sont devenues indépendantes. À l'époque, on pensait que si les Africains dirigeaient à nouveau l'Afrique, la richesse suivrait bientôt. Mais cela ne s'est pas produit. Mais pourquoi pas? L'histoire nous a montré que d'anciennes colonies peuvent devenir des pays riches, comme la Nouvelle-Zélande, l'Irlande ou la Corée du Sud. Pourtant pas un seul pays d'Afrique n'est ce que nous appelons un pays développé. Et la raison en est la manière dont les colonisateurs ont quitté l'Afrique. Parce que lorsque les gens n'ont pas les compétences nécessaires pour diriger un pays, lorsque les communautés ne se connectent pas les unes aux autres et lorsque la prospérité est déjà rare, il devient très difficile pour les dirigeants de ce pays d'apporter la prospérité à ce pays. Mais en même temps, les dirigeants des mouvements d'indépendance africains ont promis au peuple africain la prospérité après l'indépendance. Alors, comment les dirigeants africains allaient-ils tenir cette promesse de richesse et de prospérité? Eh bien, pour la plupart des pays africains, la solution était un système économique appelé socialisme africain. La façon dont ce système fonctionne est que de nombreuses industries seraient contrôlées par le gouvernement national, telles que l'exploitation minière, la construction, les plantations, etc. Il utiliserait alors toutes les ressources de la nation pour s'industrialiser, car à l'époque, les emplois manufacturiers payaient des salaires plus élevés que l'agriculture des emplois et l'exploitation minière par des emplois bien rémunérés dans les usines. Cela a rendu les produits étrangers plus chers en imposant des taxes supplémentaires sur ces produits, arguant que si les produits étrangers sont plus chers, les gens devront plutôt acheter des produits dans leur propre pays. Les dirigeants espéraient que les investisseurs étrangers viendraient dans leur pays parce que ces entreprises étrangères n'auraient pas à payer ces taxes supplémentaires si elles déplaçaient simplement certaines de leurs usines en Afrique. Et heureusement pour l'Afrique, à l'époque, ils ont obtenu leur indépendance pendant une guerre froide, et pour qu'ils puissent recevoir une aide étrangère, de l'Occident ou de l'Union soviétique en échange d'être à leur côté pendant la guerre froide. Et bien que chaque pays africain ait des politiques économiques différentes, elles étaient toutes similaires à celles-ci. Mais le socialisme africain n'a tout simplement pas fonctionné. Tout d'abord, la restriction commerciale signifiait que les pays africains ne pouvaient pas vendre leurs produits entre eux. Cela signifie qu'il était difficile de trouver des clients pour acheter des produits fabriqués en Afrique. En conséquence, aucune des industries n'a pu se développer suffisamment pour pouvoir concurrencer les industries d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie de l'Est. Et donc personne d'autre ne voulait acheter des produits africains non plus parce qu'ils pouvaient obtenir ces mêmes produits, mieux et moins chers dans d'autres pays. Deuxièmement, un seul grand gouvernement n'est pas capable de s'adapter aux changements des marchés mondiaux aussi rapidement que des centaines de petites entreprises. Cela signifie que les économies planifiées au niveau central seront toujours moins efficaces que les économies qui ont de nombreuses entreprises différentes en concurrence les unes avec les autres. Troisièmement, les Africains n'avaient tout simplement pas les compétences et l'éducation nécessaires pour travailler dans des emplois manufacturiers, ce qui signifie qu'ils étaient beaucoup moins efficaces que leurs homologues plus instruits dans le reste du monde. Par exemple, sur les 200 millions d'Africains noirs dans les années 1950, seuls 8000 ont suivi un enseignement secondaire, 200 un enseignement universitaire et un tiers de la population en âge d'étudier est allé à l'école primaire. Il faudrait donc des décennies avant que suffisamment de professionnels qualifiés rejoignent le marché du travail. Et donc les pays africains manquaient des personnes nécessaires pour faire prospérer leur pays. La quatrième raison pour laquelle cela n'a pas fonctionné n'est pas tant le socialisme africain lui-même, mais le continent d'Afrique. Parce que le paysage de l'Afrique est rude, certains endroits connaissant des sécheresses qui durent des années, comme une sécheresse qui a duré de 1968 à 1973, provoquant d'importantes pénuries alimentaires, alors que d'autres parties ont des criquets et des kéléas à bec rouge, ce qui rend l'agriculture presque impossible. La cinquième raison était la maladie, la fièvre jaune, la variole, la maladie du sommeil et le paludisme ne sont que quelques-unes des maladies qui ont nui au développement de l'Afrique, et tandis que la variole était éradiquée, de nouvelles maladies se propageaient telles que la cécité des rivières, où les vers vivent à l'intérieur de vos yeux, et sont devenus la deuxième cause de cécité dans le monde. Ou prenez la bilharziose, causée par un ver qui aime vivre dans les rivières, et l'infecte les voies urinaires ou
les intestins, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale, l'infertilité chez les enfants peut entraîner une mauvaise croissance et des difficultés d'apprentissage. Toutes ces maladies sont facilement évitables dans les pays riches, ayant accès à des installations d'assainissement de l'eau et à la médecine moderne, mais parce que les Africains étaient pauvres, ils ne pouvaient pas se payer les médecins, les cliniques et les médicaments dont ils avaient besoin pour lutter contre ces maladies. Ainsi, une combinaison de barrières commerciales, de gouvernements inefficaces, d'un manque d'éducation, des environnements difficiles et de maladies signifiait que ce système était voué à l'échec dès le début. Il n'y avait tout simplement aucun moyen pour une nation africaine d'atteindre la richesse et la prospérité à cette époque, à cause des pays sous-développés dont ils ont hérité de leurs anciens colonisateurs. Mais cela soulève une nouvelle question: pourquoi les pays africains ont-ils choisi ce système en premier lieu? Eh bien, la raison n'est que c'est le système qu'ils ont hérité de leurs anciens colonisateurs, où le gouvernement colonial contrôlait presque tous les aspects de l'économie de la colonie. Et s'ils voulaient passer à un système de marché libre comme l'Europe de l'Ouest, l'Asie de l'Est ou l'Amérique du Nord, ils auraient besoin de gens d'affaires et d'entrepreneurs pour créer de nouvelles entreprises, mais le problème était que les Africains n'étaient pas autorisés à gérer leurs propres entreprises sous le colonialisme. L'attitude entrepreneuriale n'existait donc pas. En plus de cela, en raison du colonialisme, les Africains n'ont jamais été formés aux compétences modernes. Donc, si vous vouliez ouvrir une usine, par exemple, il serait impossible de trouver des employés qualifiés qui sauraient faire fonctionner les machines et les usines. Dans le monde d'aujourd'hui, nous connaissons la réponse à ce dilemme, car nous avons vu des pays comme Singapour, le Vietnam et la Chine dans des situations similaires. Mais dans les années 1940 à 1970, il n'y avait pas de tels exemples à suivre, à l'exception de pays sauf que ces deux pays l'ont fait par la mort de millions de personnes et avaient déjà une population instruite lorsqu'ils ont commencé leur projet de développement économique. Point. Et donc les dirigeants africains pensaient que le socialisme africain était le meilleur moyen de créer de la devenue riche après l'indépendance, la Corée du Sud. Ils ont décidé de se concentrer sur quelques industries, telles que l'électronique, l'agriculture et l'acier, et d'imposer des barrières commerciales uniquement sur ces produits. La Corée du Sud échangerait alors ses produits avec des choses qu'elle ne produisait pas elle-même. En conséquence, du monde. Elle compte désormais de nombreux emplois bien rémunérés dans la vente de biens et de services qui génèrent des bénéfices importants, avec lesquels les Sud-Coréens peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin à l'étranger. Après quelques décennies, les Africains auraient une meilleure éducation et seraient en effet en mesure de créer des entreprises africaines utilisant la main-d'œuvre africaine pour créer une industrie africaine, mais cela ne s'est pas produit jusqu'à le 21e siècle. Alors pourquoi cela ne s'est-il pas produit plus tôt? Eh bien, cela a beaucoup à voir avec peu de temps avant l'indépendance, la plupart des colonies africaines sont devenues démocratiques, et ces démocraties étaient très instables car elles n'existaient que depuis quelques années dans la plupart des cas. Nous le voyons encore aujourd'hui, où les démocraties récentes ont tendance à être les démocraties les moins stables, et la plupart des nations africaines n'étaient pas du tout unies. Certains pays ont eu de la chance car la plupart des gens parlaient la même langue, tandis que d'autres pays avaient des centaines de langues différentes. Et bonne chance à tous ceux qui essaient de mener une campagne politique dans plus de 100 langues. Ainsi, au lieu de cela, les politiciens ont réalisé qu'ils pourraient plus facilement gagner des votes s'ils ciblaient des groupes ethniques spécifiques. Point. En conséquence, la politique a été divisée selon des lignes ethniques et les pays africains sont devenus de plus en plus divisés à chaque élection. Dans les années 60 et 70, des groupes de personnes étaient non seulement divisés en fonction de leur appartenance ethnique, mais également séparés politiquement en fonction de leur lieu de naissance. Du point de vue d'un politicien, cela était parfaitement logique. Si vous voulez gagner des voix, cela a simplement rendu le pays plus difficile à gouverner au fil du temps. Et si un candidat décidait de faire appel à l'ensemble du pays plutôt qu'à des groupes ethniques spécifiques, il perdrait les élections. Et ainsi, par un processus naturel, les nations africaines ont eu tendance à se diviser davantage après l'indépendance. Tout cela grâce aux systèmes sociaux et politiques laissés par leurs anciens colonisateurs. Le Rwanda, avec le génocide rwandais, est un exemple frappant de l'endroit où cela s'est horriblement mal passé. Point. Où plus d'un demi-million de membres du groupe ethnique Tutsi ont été massacrés ainsi que de nombreux autres crimes contre l'humanité. Une fois qu'un parti est arrivé au pouvoir, il essaie de garder le pouvoir pour lui-même. De nombreux Africains ne voyaient dans la démocratie qu'un gâchis de lutte intestine, les partis d'opposition abusant de leur pouvoir pour entraver l'intérêt national. Par conséquent, un système de partis unique a été créé dans de nombreux pays africains dans les années qui ont suivi l'indépendance en écrasant l'opposition. Et dans des pays comptant des centaines de cultures et de langues différentes, il est logique que vous ne vouliez pas avoir affaire à tous en lice pour le pouvoir. Dans les années 1980, les élites avaient pris le contrôle total du système politique dans la plupart des pays africains. Et donc, très peu de changements après l'indépendance. Les élites européennes ont été remplacées par des élites africaines. Et ces nouvelles élites craignaient d'être renversées par un coup d'État. Alors,
Comment allait-elle se maintenir au pouvoir? Eh bien, en prenant l'argent destiné au développement économique et en le distribuant sous forme de salaire à de puissants représentants du gouvernement pour qu'ils soient assez heureux, ils ne déclencheraient pas une rébellion. Mais alors que les colonies étaient surveillées par leur gouvernement européen qui licencierait quiconque deviendrait trop corrompu, les nouveaux dirigeants n'avaient pas une telle surveillance. Et pour montrer à quel point certains de ces gouvernements sont incompétents, en République centrafricaine, le gouvernement n'a même pas tenu de registre approprié des transactions financières, a ignoré les budgets en faveur de décisions sur le moment du budget de l'État aux élites, 58% en Côte d'Ivoire et 6,5% au Dahomey, aujourd'hui appelé Bénin. Et si des étrangers voulaient accéder aux ressources africaines, tout ce qu'ils avaient à faire était de corrompre ces fonctionnaires pour avoir accès aux ressources. C'est ainsi que les gouvernements et les entreprises occidentales ont commencé à verser de l'argent aux élites africaines pour qu'elles aient accès aux ressources dont les nations riches avaient besoin pour gérer leur propre économie. En conséquence, les élites sont devenues plus riches tandis que les pauvres sont devenus. Vous pouvez extraire tout le pétrole que vous voulez, les élites obtiendraient une partie des bénéfices, tandis que le peuple ne verrait aucun avantage des ressources prélevées sur son propre pays. C'est un système qui est encore actif dans de nombreuses régions d'Afrique à ce jour. Et si vous êtes un pays ou une entreprise qui ne veut pas donner d'argent à des politiciens corrompus, alors il y aura toujours quelqu'un d'autre qui est prêt à payer. En conséquence, quiconque pense que la moralité est plus importante que ses ressources, sera toujours dépassé par ceux qui sont prêts à payer le pot de vin. Ainsi, vous créez un système dans lequel les dirigeants mondiaux qui sont prêts à payer ces pots de vin auront toujours un avantage sur ceux qui ne paieront pas de pots de vin. Et, au fil du temps, les pots de vin étaient devenus la norme en Afrique. Les Africains n'étaient pas stupides, bien sûr, ont vu ce qui se passait. Ils protestaient souvent ou même commençaient des rébellions pour mettre fin à leur propre exploitation. Mais dans les années 1960, les pays africains n'avaient pas encore une armée suffisamment forte pour maintenir la paix. Alors, à qui ont-ils fait appel pour rétablir l'ordre? Eh bien, leurs anciens colonisateurs. Les Français et les Britanniques en particulier ont réprimé les rébellions et les manifestations à travers l'Afrique en échange d'un meilleur accès aux ressources africaines. Par exemple, en 1962, les troupes françaises ont interrompu les combats dans ce qu'on appelle aujourd'hui la République du Congo et ont réprimé une rébellion au Cameroun. Pendant ce temps, les Britanniques ont réprimé les mutineries au Kenya et en Tanzanie. En 1965, ces interventions militaires sont devenues courantes dans toute l'Afrique, Algérie, Congo, Bénin, RCA, Haute-Volta, Ghana, Nigeria, Éthiopie. Tous les pays indépendants et tous avaient des troupes européennes stationnés là-bas pour sécuriser accès européen aux ressources africaines. Les nations africaines ont connu environ 40 coups d'État réussis au cours des 2 premières décennies après l'indépendance, et ainsi l'Afrique a acquis la réputation d'être un continent très instable, si instable en fait que presque personne ne voulait plus investir en Afrique, sauf pour ses ressources, et cela met en évidence un autre problème, les gens pensent que l'Afrique comme une seule entité, un continent rempli de pauvreté et de guerre, donc quand quelqu'un entend parler, par exemple de Boko Haram au Nigeria, il est souvent regroupé avec le reste de l'Afrique comme n'étant qu'une autre guerre sur un continent rempli de guerre, mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la zone dans laquelle ils opèrent est à plus de 1000 km des centres économiques du Nigeria et n'a presque aucun effet sur les affaires. Ils sont plus éloignés qu'Amsterdam, de Varsovie, mais les entreprises refuseront toujours de faire des affaires en Afrique à cause de cette croyance. Et cela crée un cycle, les gens regroupent l'Afrique comme un continent pauvre, ce qui entraîne moins d'affaires, ce qui fait que l'Afrique reste dans la pauvreté. C'est pour cette raison que tout au long de cette vidéo, j'ai beaucoup utilisé les mots la plupart, presque tous ou peu pour montrer que l'Afrique est une région diversifiée et ne peut tout simplement pas être regroupée dans la plupart des cas en raison de cette diversité dans les peuples, les paysages et les cultures. Pourtant, malgré tous ces problèmes, certaines choses se sont améliorées en Afrique. Dans les années 1980, la politique africaine a commencé à se stabiliser avec moins de coups d'État. La scolarisation primaire est passée de 36% à 63%, l'école secondaire de 3% à 13%, l'espérance de vie est passée de 39 à 47 ans, et le professionnel de la santé par personne a doublé. Dans l'ensemble, cependant, l'Africain moyen devenait plus pauvre. Cependant, les Africains bénéficiaient. Parce que dans les années 1980, l'Afrique était confrontée à 3 problèmes majeurs. La première était que l'infrastructure qu'il dit avait commencé à tomber en panne. Cela signifie que les matières premières sont devenues beaucoup plus difficiles à exporter. La seconde était que les Africains qui recevaient une éducation appropriée décidaient de déménager dans un autre pays où ils recevraient un meilleur salaire, ce qui signifie que l'Afrique perdait ses personnes les plus intelligentes et les mieux éduquées. Et le troisième a été la chute de l'Union soviétique. Dans les années 1980, l'Union soviétique a décidé de cesser de participer à la guerre froide et de se concentrer sur sa propre économie. En conséquence, il n'envoyait plus autant d'argent à ses alliés africains. À leur tour, les pays occidentaux ont décidé qu'ils allaient également envoyer moins d'argent en Afrique. Alors,
Tout d'un coup, les dirigeants africains n'avaient plus assez d'argent pour se maintenir au pouvoir avec le système des pots de vin, et donc les dirigeants africains ont décidé de demander aux nations occidentales une aide financière. Mais cette fois, ces nations occidentales n'étaient plus intéressées à donner de l'argent directement. Au lieu de cela, les nations africaines devraient signer des prêts avec les pays riches et en échange, les pays africains devraient réformer leurs économies de manière à ce qu'il devienne plus facile pour les entreprises de faire des affaires dans ces pays. Et alors que diverses industries ont été privatisées et que des marchés libres ont émergé, la plupart des pays africains ont subi peu de réformes. Et la raison pour laquelle ils ont subi si peu de réformes est que les dictateurs africains ont eu une idée, ils pourraient prétendre privatiser leur économie, en vendant la privatisation aux plus offrants, faire essentiellement ce qu'ils avaient fait au cours des 2 dernières décennies, des pots de vin en échange d'un accès au marché africain. Donc, en fait, rien n'a changé, sauf que cette fois, les institutions occidentales ont soutenu ce processus en récompensant ces dictateurs par le biais de programmes d'aide étrangère. Au Nigeria par exemple, le gouvernement a privatisé diverses entreprises publiques, dont 80% des actions appartenaient aux dirigeants du pays. En effet, rien ne change. Au Kenya, en Ouganda, au Zaïre, en Guinée et au Sénégal, ils ont vendu des entreprises gouvernementales aux amis et à la famille des chefs de gouvernement. Les seules industries qui ont réellement vu des investissements importants étaient l'extraction pétrolière et minérale, qui, tout comme dans les années 60 et 70, avaient été vendues aux plus offrants en soudoyant des représentants du gouvernement. En conséquence, les années 1980 sont souvent surnommées la décennie perdue de l'Afrique et la raison pour laquelle l'Afrique est restée pauvre tout au long des années 80, jusqu'en Taïwan, la Corée du Sud, la Chine et l'Afrique. Les Africains protestaient une fois de plus contre leur oppression. Et donc les pays riches ont décidé de changer de tactique. Au lieu de donner de l'argent aux dictateurs pour une fausse privatisation, ils ont plutôt donné de l'argent aux pays qui ont réformé leur gouvernement pour être plus démocratiques. Ainsi, les dictatures étaient confrontées à 2 problèmes à la fois. D'une part, leur propre peuple s'agitait tandis que d'autre part, leurs revenus diminuaient. Et donc les élites ont permis une petite quantité de réformes, assez pour apaiser le peuple et les pays riches mais pas assez pour qu'ils soient écartés du pouvoir. La démocratisation s'est propagée à travers l'Afrique au Zaïre, au Ghana, au Nigeria, au Togo, au Gabon, au Cameroun, au Kenya, en Ouganda, au Malawi et en Afrique du Sud, jusqu'à ce qu'elle se répande sur tout le continent, alors que certains gouvernements ont résisté, comme par exemple la RCA. La plupart se sont démocratisés au moins légèrement. Chaque pays avait ses propres luttes uniques, bien sûr. Mais en général, le continent a fait des progrès lents mais réguliers vers la démocratie. Même aujourd'hui, nous voyons toujours ce processus en action en Afrique, car les élections sont souvent contestées et souvent injustes. Mais il est plus démocratique que les dictatures, et ce processus a rendu l'Afrique plus stable et plus ouverte aux affaires au début des années 90. Et maintenant, de nouveaux dirigeants étaient en charge de l'Afrique, et ces dirigeants ont dû lutter contre la corruption afin de lutter contre la pauvreté. Et en luttant contre la pauvreté, ils pourraient rester au pouvoir, car cela leur permettrait de gagner des voix lors des futures élections. Ils ont réduit le rôle du gouvernement dans l'économie, encouragé la croissance du secteur privé, a permis à des Africains bien mieux éduqués que dans les années 1960, d'utiliser leurs compétences pour développer leur pays, et attirer des investisseurs étrangers. Ces politiques se concentraient principalement sur l'utilisation des forces des Africains eux-mêmes, plutôt que sur l'application de politiques par le monde extérieur. La renaissance africaine peut réussir que si ses buts et objectifs sont définis par les Africains eux-mêmes, si ces programmes sont conçus par les Africains nous-mêmes et si nous assumons la responsabilité du succès ou de l'échec de nos politiques. Les pays africains ont commencé à travailler davantage ensemble par le biais d'institutions telles que l'Union africaine en réduisant les barrières commerciales pour faciliter le commerce entre les pays africains, en investissant dans des gouvernements africains stables pour s'assurer que vous n'avez pas à vous soucier d'une guerre civile juste de l'autre côté de votre frontière, et en créant diverses agences pour cultiver les talents africains. Et ces tendances ont eu des effets au cours des 3 dernières décennies, certains pays africains étant désormais les économies à la croissance la plus rapide au monde. Et nous arrivons donc au 21e siècle, où l'histoire est trop récente pour faire une véritable analyse historique. Cependant, certaines tendances méritent d'être mentionnées. L'Afrique est toujours confrontée à de nombreux problèmes. Ils sont les moins préparés au changement climatique tout en souffrant probablement le plus. 1/3 de tous les enfants souffrent de malnutrition, 1/3 des enfants ne terminent pas leurs études secondaires, les extrémistes trouvent facile de recruter le grand nombre de jeunes chômeurs pauvres, les pandémies sont courantes sur tout le continent, la Covid n'étant qu'une parmi tant d'autres, et le développement économique de l'Afrique est limité à certains pays. Les pays africains examinent les succès économiques des pays d'Asie de l'Est, et adaptent les politiques d'Asie de l'Est pour leur propre pays. Cela se traduit par l'ouverture des usines, de centres agricoles et de centres technologiques dans de nombreux pays africains. Par exemple, ils peuvent tirer parti du fait que l'Afrique et l'Europe ont les mêmes fuseaux horaires, et prendre en charge divers travaux administratifs des entreprises basées en Europe pour un prix inférieur. Une nouvelle génération d'Africains arrive sur les marchés du travail, qui sont mieux éduqués et mieux qualifiés que n'importe quelle génération africaine qui l'a précédée. Avec ces personnes travailleuses et talentueuses, les gouvernements africains ont créé des politiques économiques pour exploiter les talents des Africains en leur permettant de créer leurs propres entreprises sur un
marché libre qui génère de la richesse par les Africains, pour les Africains, en Afrique. Prenons par exemple la jacinthe, une espèce envahissante du lac Victoria. Des scientifiques africains ont développé une méthode pour transformer cette plante envahissante en aliment pour animaux riches en protéines. Ce flux est maintenant vendu dans le monde entier. Au XXIe siècle, de tels développements créent une classe moyenne à croissance rapide avec un pouvoir d'achat croissant. Cette classe moyenne voudra acheter des choses avec cet argent supplémentaire et cela permettra à l'Afrique de vendre beaucoup plus de biens à d'autres Africains, ce qui permettra aux Africains de créer des industries spécifiquement adaptées au marché africain, un marché souvent négligé par les pays riches. Et tandis que l'Afrique est toujours dans la position où elle exporte principalement des matières premières, elle connaît actuellement un développement économique qui, s'il se poursuit, mettra enfin fin à la pauvreté à grande échelle qui sévit systématiquement en Afrique depuis des siècles. Les Africains ne se contentent pas d'espérer en l'avenir, mais pour la première fois depuis la colonisation, ils acquièrent en fait les outils qui créeront cet avenir. Et pourtant, malgré toutes les informations contenues dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses que j'ai dû omettre, comme, par exemple, les programmes agricoles désastreux provoquant des famines dans des régions comptant parmi les terres les plus fertiles du monde, les succès économiques qui ont finalement échoué en raison de la corruption ou les systèmes financiers français, liant les monnaies africaines à la France. J'ai donc laissé des articles et des vidéos YouTube dans la description avec plus d'informations sur l'Afrique, en particulier, les informations écrites par les Africains eux-mêmes. Donc, si vous venez des Afriques ou êtes un expert des aspects de l'Afrique, veuillez partager plus d'informations sur ce sujet dans les commentaires. Je ferai réagir ceux qui fournissent plus d'informations afin que les gens puissent en apprendre encore plus sur l'Afrique. Veuillez laisser un commentaire et vous abonner pour apaiser l'algorithme tout-puissant. C'était James des fameuses vidéos, merci d'avoir regardé.